Tout d'abord, bonne fin d'après-midi. Bienvenue à Papier. Bienvenue à cette table ronde sur les collections d'entreprise. Je tiens juste à faire un petit laïus en remerciant vraiment chaudement la GAC juste de produire avec des efforts sans cesse renouvelés, en fait, cette foire fantastique d'inviter les meilleures galeries du Canada à nous présenter des artistes, leurs meilleures œuvres ici, de faire un comité comme ça pour l'éducation et de rendre de plus en plus l'art contemporain accessible. Je tiens juste à les remercier parce que je trouve que c'est important dans le milieu de l'écosystème ici à Montréal. Merci beaucoup là-dessus. Tout à fait naturel. Notre table ronde d'aujourd'hui, on va essayer de couvrir le plus possible, en fait, les aspects généraux de la collection d'entreprise en essayant de passer par, entre autres, ses motivations, en fait, son élaboration. Puis on va essayer de passer aussi à travers les avantages financiers. Donc, à côté de ces fantastiques femmes à côté de moi, en fait, que je respecte énormément. Je me présente rapidement. Mon nom est Pascal Desjardins. Je suis le cofondateur de La Petite Commission, qui est une petite compagnie, en fait, qui faisons des portraits vidéo d'artistes contemporains en collaboration avec les galeries et en collaboration aussi avec des événements. Je suis aussi collectionneur et on fait aussi un peu de commissariat dans des lieux privés. Et voilà, ça constitue quand même un intérêt vraiment fantastique pour le milieu du milieu du... Hey, pardon, hein, sincèrement, je me suis tellement préparé et le VIP a été un peu difficile hier. Voilà. Je continue tout de suite, en fait. Quand j'ai offert mon aide à la GAC pour préparer, en fait, cette table ronde, je ne m'attendais pas à ce qu'ils me positionnent dans cette table ronde fantastique avec ces femmes que j'adore et que je respecte énormément. Les trois grâces raphaéliques, juste ici, en fait, à mes côtés. Et ces Power Women-là, je vous les présente tout de suite. Donc, Joanne Kane détient une maîtrise en muséologie et un baccalauréat en histoire de l'art de l'Université du Québec à Montréal, où je te représentais, Joanne, quand même. Elle est conservatrice de la collection d'œuvres d'art de la Banque nationale depuis 2002. Elle est aussi présidente de l'Association des collections d'entreprises du Québec qui fait la promotion de l'art au sein du milieu des affaires. Elle est ambassadrice de la Faculté des arts de l'UQAM, membre du conseil d'administration et du Conseil des arts des lettres du Québec, membre du comité d'acquisition du Musée national des beaux-arts du Québec ainsi que du Bureau d'art public de Montréal. Joanne Kane, s'il vous plaît. Donc, à ses côtés, Marie-Justine Schneider. Marie-Justine, depuis 2004, elle est conservatrice des collections d'art et de la Caisse de dépôt et de placement du Québec et de sa filiale Ivanhoe Cambridge. Elle est responsable des acquisitions et de la gestion des deux collections. Elle est aussi membre du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal et de 2000 à 2004, elle a été conservatrice de la collection d'art d'Hydro-Québec. Bienvenue. Et la dernière et non la moindre, Marie-Justine, Anne-Claude, Bacon. Je suis tellement désolé. Non, vraiment. Franchement. Donc, Anne-Claude est titulaire d'une maîtrise en histoire de l'art ainsi que d'une maîtrise en muséologie de l'Université de Montréal. Elle a dirigé le fonds Jacob Williams de l'ATU avant de devenir responsable de la collection Hydro-Québec en 2004. Présidente des éditions S, elle est également membre du conseil d'administration du Centre Optica. Merci. Bon. Après cette introduction extrêmement difficile, quand même, on a juste trop ri avant, je pense. J'aimerais bien que vous nous fassiez juste un petit aperçu rapide, en fait, des collections dont vous êtes les conservatrices. Rapidement, juste les faits généraux, juste pour voir de quoi vous avez, quelles sont un peu vos collections. Merci beaucoup. On peut commencer peut-être par Joanne. La collection de la Banque nationale, elle est souvent nommée comme étant l'une des plus grandes collections d'entreprises au Canada. C'est une collection qui débute son collectionnement en 1895, donc c'est de 1895 à maintenant. Nous avons on dit toujours le chiffre officiel de plus de 7000 œuvres, mais en fait, on a 12 000 entrées dans la base de données. Juste pour vous dire un petit peu que c'est une très grosse collection. Une grosse collection aussi à gérer, donc c'est dans l'ensemble du Canada qu'on retrouve les œuvres. Tout partout, il y a une bannière Banque nationale, c'est-à-dire soit des bureaux ou une succursale, les œuvres suivent, autant à travers le Canada, donc pas juste ici à Montréal, mais aussi à l'étranger. Donc, il y a des œuvres aussi aux États-Unis, en Europe. Donc, tout partout où il y a un bureau de la banque, il y a des œuvres. Bien, Justine? Donc, la collection de la Caisse de dépôt est beaucoup plus petite. On a 260 œuvres. Elle existe depuis 2004. C'est de l'art contemporain québécois.
Et on collectionne de l'installation, de la photographie, de la peinture, de la sculpture, de la vidéo. Et les œuvres sont surtout déployées dans les bureaux à Montréal. J'ai juste oublié de dire quelque chose, en fait, qui peut être important, Ça parce commence. que ma collègue vient de donner des dates. Nous, on a commencé à collectionner en 1971. Et contrairement à Marie-Justine, c'est des œuvres d'artistes canadiens. Donc, c'est dans l'ensemble du Canada. C'est pas juste au Québec. Alors, Hydro-Québec, c'est au tout début des années 60 avec la création, plutôt la construction du siège social pour égayer d'abord les bureaux, puis ensuite, les efforts ont été un petit peu moins soutenus durant quelques années. Joanne est arrivée dans les années 90 et puis il y a un inventaire qui a été fait plus exhaustif de la collection. Ensuite, c'est Marie-Justine qui est arrivée au début des années 2000, qui a mis en place un comité d'acquisition, une politique. Et ensuite, c'est moi. Donc, poup, poup, poup. C'est merveilleux dans l'ordre. Et on a 1200 œuvres à peu près, d'artistes québécois, évidemment de toute origine, différents médiums, nous aussi des œuvres vidéo depuis 2011. Et ça se trouve à l'échelle de la province, dans nos différents bureaux, salles de réunion, etc. Super, merci beaucoup pour cette présentation. En gros, j'ai besoin, en fait, j'aimerais vraiment qu'on parle un peu des motivations, en fait, de ces entreprises-là à collectionner. Puis je veux pas qu'on passe nécessairement par l'histoire de vos collections nécessairement, déjà que tu en as parlé déjà un petit peu, mais juste curieux de savoir, en 2018, qu'est-ce qui motive encore et pourquoi, en fait, les entreprises comme les vôtres collectionnent de l'art contemporain? La question est large, mais c'est quand même, par exemple, tu as parlé d'embellissement au tout départ, mais quand même, il doit y avoir d'autres motivations aussi qui poussent, en fait, ces entreprises-là à acquérir de l'art contemporain. Je ne veux pas parler pour mes collègues, mais je pense que dans l'ensemble, c'est vraiment, ça s'inscrit dans une démarche citoyenne. C'est sûr qu'Hydro-Québec, c'est une société d'État, donc c'est une collection publique, ce n'est pas une collection d'un particulier. Donc, ça s'inscrit dans une démarche citoyenne, de bons citoyens corporatifs, de soutenir le milieu des arts visuels. Vous savez qu'Hydro-Québec contribue à l'essor économique, social, culturel de différentes manières. Et la collection d'œuvres d'art, c'est une manière de redonner, entre guillemets, à la société. Donc, c'est vraiment ça le but premier de cette activité. Oui, je crois aussi souvent que, on parle souvent de citoyens corporatifs, mais pour la banque aussi, en fait, contrairement à ce que les gens pensent, souvent les gens vont penser, une collection d'une banque, il va y avoir des paysages, des artistes, on va penser à Riopelle, on va penser à des grands noms comme ça. Clairement, oui, il y en a. Mais la Banque nationale, pour la banque, ce qui est vraiment très important, c'est d'encourager des artistes vivants. Donc, oui, on a des œuvres historiques, mais les œuvres historiques ont été acquises au moment que les artistes vivaient. Et la raison d'être de ça, c'est une façon aussi d'encourager le milieu de l'art, le milieu des arts visuels. C'est très facile pour une entreprise de donner une commandite pour le ballet, la musique, mais comment on encourage non seulement le commerce, mais comment on encourage les artistes en art visuel. Donc, en bâtissant une collection qui est importante, puis en étant fiers, en faisant la promotion, bien, on encourage les artistes qui sont vivants, puis c'est un geste direct. Donc, à la collection de la Banque nationale, on ne fait pas d'acquisition sur qu'est-ce qu'on appelle le marché secondaire. Donc, le marché soit de la revente ou le marché des maisons d'encan. Je pense aussi que les motivations peuvent varier en fonction de... Bien évidemment. C'est-à-dire que, je connais moins vos collections, un peu Hydro-Québec, mais la Caisse de dépôt, en 2004, on venait d'emménager dans un magnifique édifice. J'ai l'impression qu'ils voulaient contribuer au patrimoine culturel québécois, mais il reste qu'il y avait des grands murs blancs. On a commencé par vouloir égayer le milieu de travail. Puis ensuite, l'identité de l'entreprise évolue. Aujourd'hui, les entreprises, on parle beaucoup d'innovation, on parle beaucoup de susciter l'esprit critique chez les employés. Donc là, tout d'un coup, la collection peut devenir un outil pour faire ça. Donc, ça évolue aussi avec l'identité d'entreprise qui change, comme la société. D'un choix d'embellissement, c'est devenu vraiment beaucoup plus valorial, en fait, puis ça s'est inséré systématiquement dans la culture d'entreprise, en fait, de vos entreprises. Bien, en fait, je pense que toutes les collections d'entreprises, pour avoir un peu étudié le sujet, et puis on l'a tous étudié aussi, mais toutes les collections d'entreprises partent de ce désir-là, de dire, tant qu'à bâtir une collection, mais en fait, tant qu'à faire de la décoration, on va le faire de façon intelligente. Donc, on va bâtir une collection qui va non seulement refléter les valeurs culturelles, soit de l'entreprise ou de l'endroit donc du Québec ou du Canada. Mais la plupart du temps, ça commence comme ça. C'est vraiment de dire, on veut embellir les lieux, mais on va le faire de façon intelligente.
Bien, je pense que c'est ça l'importance, en fait, d'avoir une politique d'acquisition puis un comité qui est en place. C'est pas le cas de toutes les collections d'entreprises, mais il faut qu'il y ait, je pense, une rigueur puis un sérieux à cette activité-là parce que c'est un patrimoine qu'on constitue toutes, en tout cas particulièrement la collection d'art public et puis d'art public, pardon, la collection publique, ben oui, des sociétés d'État. Puis John, avec la banque aussi, je pense que vous avez cette ambition-là. Donc, on veut vraiment bien faire les choses parce que ça reste que ce sont des fonds publics. Hein, c'est quand même des sous qu'on ne veut pas dépenser comme ça. Je sais qu'on pourrait faire souvent une belle razzia, je nommerai personne. Mais on a envie de faire les choses convenablement. Puis moi, je suis très heureuse que Hydro-Québec prenne ça à cœur et embauche quelqu'un à temps plein qui a une certaine expertise, quoique c'est un métier qui se peaufine avec les années. Mais d'avoir ce sérieux-là, je pense que c'est assez essentiel. Oui, tu me devances un peu, en fait, sur justement, en fait, comment s'élabore, en fait, des collections d'entreprises comme les vôtres. J'imagine, en fait, je connais pas tout le cheminement, en fait, pour l'acquisition, en fait, dans chacune de vos entreprises. Par contre, il doit y avoir vraiment des différences. Malgré tout, comment ça se passe chez vous pour l'acquisition? Est-ce que vous proposez les œuvres? Est-ce que vous avez justement des comités? Est-ce que vous recevez des propositions? Comment ça fonctionne un petit peu, en fait, toute cette dynamique-là, en fait, de l'acquisition pour vous? En fait, c'est assez semblable, je pense. On fonctionne comme dans les musées, c'est-à-dire qu'on présente des œuvres en fonction d'une politique en matière d'œuvres d'art et en fait, on les présente à un comité d'acquisition formé d'employés. Je vais parler pour la Caisse de dépôt, puis d'employés de la Caisse de dépôt. Et j'écris un texte sur chacune des œuvres présentées en fonction de la pertinence de l'œuvre par rapport à la production de l'artiste, mais aussi la pertinence de l'œuvre par rapport à la collection. Et je n'ai pas le droit de vote. Ce sont les membres du comité d'acquisition qui ont le droit de vote. Et alors, c'est vraiment, c'est assez classique comme processus, mais c'est un long processus de recherche. Et on doit réserver les œuvres longtemps d'avance, on doit les identifier, on doit et ensuite les présenter aux membres du comité d'acquisition. Donc, ça peut prendre jusqu'à 2 mois, 3 mois pour une seule œuvre. Ah oui, c'est quand même un processus qui est long. Oui, puis les œuvres, elles sont jugées sur place. Hein. Elles sont vraiment physiquement dans l'endroit où il y a la sélection. Il n'y a rien qui est jugé à partir d'images et tout, parce que justement, c'est des fonds importants. Donc, on veut bien faire les choses et je pense que ce serait assez malvenu de juger. Puis des fois, c'est l'inverse, en fait. Hein. Vous savez, si on juge d'une image, on peut être très séduit. Et puis quand on la voit en vrai, pas du tout. Et puis à l'inverse aussi. Donc, ça serait pas très prudent de notre part, je pense, que de juger à partir de courriels et tout. Puis sinon, oui, on peut recevoir des dossiers, mais c'est pas, par exemple, avec une date de tombée, en tout cas pas dans mon cas, où on fait pas d'appel de dossier. C'est vraiment notre recherche. On est toujours à jour au niveau des expositions, on doit s'informer, on doit parler avec nos collègues. Constamment. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est un plaisir de le faire. Mais je veux dire, c'est sûr que c'est énormément de recherche et de lecture, mais ça vaut le coup, quoi. Et vos comités les comités sont souvent toujours à l'interne. Donc, c'est des employés, en fait, qui se portent volontaires à le faire? Non. En fait, pour nous, je vais parler de la collection de la banque. Nous aussi, on fonctionne par comité d'acquisition. On se rencontre en moyenne 3 à 4 fois par année. Et même processus, en fait, des textes écrits, on défend les œuvres, je défends les œuvres, j'ai pas le droit de vote, et les œuvres sont toujours physiquement là aussi, parce qu'en fait, on s'adresse pas à des historiens d'art non plus, on s'adresse pas non plus à des gens qui sont nécessairement très actifs dans le milieu, sauf moi, un de mes membres du comité d'acquisition, qui est un membre externe, donc on a un membre externe plus des membres de la haute direction. Mais mon membre externe est un collectionneur important. Donc, ça joue dans la balance. Des fois aussi, c'est un de mes alliés dans le comité parce que je dirais que parfois, qu'est-ce qui est intéressant aussi dans un comité, puis moi, c'est ce que je veux, c'est qu'il y ait une constance. Je ne veux pas que mon comité change. Et c'est toujours pour moi un drame quand le comité change ou qu'il y ait un des membres qui va partir. Ça veut dire qu'il faut que je refasse l'éducation. Pas que j'aime pas faire l'éducation, au contraire, j'adore ça. Mais quand on doit réexpliquer, je sais pas c'est quoi l'abstraction lyrique, disons, les plasticiens, des choses comme ça. Donc, éventuellement, quand on doit tout le temps recommencer, on repart tout le temps sur des bases nouvelles. Mais les membres de mon comité d'acquisition
J'ai celui qui tient les cordons de la bourse, donc le CFO de la banque. Excusez-moi, c'est un terme en anglais, mais on utilise toujours ce terme-là, c'est Chief Financial Officer. J'ai aussi un membre j'ai le président du conseil d'administration de la banque. Donc, j'ai des membres clés comme ça, en fait, qui deviennent des ambassadeurs. Et c'est très important pour un comité d'acquisition, en fait, surtout nous, pour la banque, parce que justement, on est une entreprise privée et on doit plaire souvent à nos actionnaires. Hein. Donc, vous parliez de fonds publics tout à l'heure. Nous, c'est une autre réalité. On est responsable envers nos actionnaires. Et une collection aussi grande que celle de la banque représente un actif important aussi. Donc, ça arrive, je dirais, au moins aux 5 ans qu'il y a quelqu'un qui a l'idée de dire, on va en vendre des œuvres. Donc, quand on a un comité d'acquisition qui est important, qui est solide et qui y croit, donc on a des ambassadeurs qui vont dire, non, c'est pas une bonne idée, voici pourquoi. Donc, j'ai des membres importants dans mon comité d'acquisition et c'est pas souhaitable qu'ils changent. Non, bien sûr, parce que je comprends que l'éducation est vraiment très longue à faire, puis effectivement, ça peut être super fastidieux que de revenir systématiquement avec les. Mais je pense qu'on parle. Excuse-moi, pardon. Franchement. Non, mais je pense qu'on parlait tantôt de égayer les lieux, c'est peut-être le premier objectif à l'origine, mais humaniser aussi les espaces de travail. Plein de choses, susciter la créativité, la réflexion, les conversations, mais c'est l'idée aussi de... C'est fou, j'ai perdu mon idée. Qu'est-ce que... Non! C'est qu'il y a des vertus pédagogiques, en fait, à ces collections-là. Donc, on essaie aussi d'initier les employés. Pour certains, vous savez, c'est pas tout le monde qui fréquente les musées. Donc, il y a cette dimension-là aussi. Les employés, ils côtoient au quotidien des œuvres d'art. Je pense qu'en soi, c'est un privilège, en tout cas, c'est ce que je considère. Mais donc, c'est pas des gens qui sont toujours appelés ou qui ont toujours un intérêt de visiter galeries et musées. Donc là, au quotidien, côtoient des œuvres. Donc, nous, c'est vrai par rapport au comité d'acquisition, il y a quand même une certaine éducation à faire. C'est vrai que ce ne sont pas des gens formés à l'histoire de l'art, mais il y a beaucoup d'éducation puis de médiation aussi à faire à l'interne. Puis je vous dirais que ça fait une énorme différence pour que les employés s'approprient la collection, comprennent pourquoi on pose un geste pareil. C'est souvent aussi dans l'histoire des collections d'entreprise ce qui fait que les collections demeurent. Parce que quand les employés n'adhèrent pas à cette activité-là, je lisais des trucs du genre, les gens mettent les tableaux croches, on met des plantes devant les œuvres. Ça, c'est leur manière un peu passive-agressive de dire « j'aime vraiment pas ça ». Et souvent, il y a des œuvres qui ont été liquidées, des collections complètement démantelées. Donc, on veut pas ça. Et puis, on veut que ça persiste et puis que ça perdure aussi. Effectivement, mais tu me devances encore toujours. Je suis très content, non, mais quand même. Mais effectivement, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus amplement de la réaction en tant que telle des employés, parce que c'est 3 très grandes entreprises. Il y a énormément d'employés. Est-ce que vous avez du feedback? Quel est le taux de participation, en fait, actif aux activités de médiation, si vous en faites? Mais c'est quand même effectivement très important, en fait, le contact avec le public. Comment ça se passe chez vous? Comment je sais que, par exemple, pour la Banque nationale, il y a des œuvres partout au Canada, là, dans toutes les banques. Donc, il faut avoir du feedback de toutes ces succursales-là, bien évidemment. J'en ai du feedback. C'est ça, mais je suis très curieux de connaître, justement, comment ça se passe en tant que tel. Parce qu'il va vous devez avoir des réactions, bien évidemment. Il y a le comité, mais il y a tous les autres employés, bien évidemment, qui sont là à observer les œuvres. Mais malheureusement, on a souvent les réactions négatives. C'est les plus fortes. C'est des réactions fortes. Mais je raconte toujours la même anecdote. En 2004, je faisais des visites guidées de la collection, puis il y avait à peu près 6 personnes qui se présentaient. Maintenant, il y a une 60aine de personnes. Et la nouvelle génération d'employés est très, très intéressée par l'art contemporain et se sentent à l'aise avec l'art contemporain, ne sont pas intimidés de ne pas connaître et tout ça. Et donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en 2018, c'est beaucoup plus facile au niveau de la médiation et de l'adhérence. Mais c'est sûr qu'on a des commentaires, on les connaît, on pourrait faire une liste de lieux communs qu'on entend au quotidien, mon enfant pourra en faire, mais de moins en moins, en fait, de moins en moins, puis je pense que les gens sont de plus en plus éduqués et que les gens vont au musée d'art contemporain, au musée des beaux-arts, c'est rendu presque à la mode, et en fait, on a moins peur de ne pas connaître. Je pense que c'est ça, en fait. J'ai remarqué que les réactions les plus fortes, c'est des gens qui sont gênés de ne pas être capables de parler des œuvres ou de ne pas être capables de les... Oui, mais c'est essentiel. La médiation, c'est essentiel. Et ça crée l'adhérence, absolument. Moi, ma réalité est tout à fait différente, en fait, étant donné que la collection est si grande, puis elle n'est pas juste au Québec, elle est dispersée. C'est quasiment une étude sociale, en fait, les réactions. Parce que, en fait, les œuvres, nous aussi, on a une collection vraiment d'art contemporain, oui, avec un volet historique.
Mais dépendamment des provinces, les réactions vont être différentes. Et c'est vraiment pas une blague. Les gens ne réagissent pas de la même façon à Toronto qu'à Calgary ou à Vancouver. J'ai pas non plus les mêmes attitudes, les mêmes commentaires. Donc, nous, la façon dont on fait notre médiation, c'est que je peux pas être partout, j'ai pas encore le pouvoir de me décupler. Mais comme la semaine prochaine, je m'en vais à Vancouver, je vais passer 4 jours à Vancouver. On a une technique pas tout à fait kosher pour accrocher les œuvres. On attend que les employés sont pas là, fait qu'on fait ça la fin de semaine. La nuit avec des Des fois, c'est le soir. Des fois, honnêtement, c'est le soir. Et parce que justement, on veut éviter le commentaire. Et ça nous empêche. C'est pas que ça nous empêche de faire notre travail, puis c'est pas parce qu'on veut pas avoir de commentaires. Au contraire, on en veut, puis on veut être en conversation avec les employés. Mais on attend, en fait, le lundi, quand les employés arrivent, je suis là. Et je les accueille, je leur explique c'est quoi la politique d'acquisition de la banque, l'historique de la collection, je parle des œuvres qu'on a accrochées. Donc là, à ce moment-là, ils sont captifs. Si on passe dans des bureaux et on fait l'accrochage et tout ça, là, je vais avoir des commentaires. Là, ils vont dire, moi, j'aime mieux l'œuvre d'un tel, parce que c'est pas nécessairement les employés qui choisissent. Parce que on a trop d'employés, c'est impossible, puis on peut pas non plus leur envoyer un catalogue des œuvres. C'est comme des enfants dans un magasin de bonbons. Ça va être interminable. Donc, c'est une autre réalité. Mes collègues ici n'ont pas cette réalité-là, mais c'est de la façon dont on fait une médiation à travers le Canada. C'est ça. Mais je pense qu'il n'y a aucune collection d'entreprise qui est bâtie dans l'idée de faire un consensus, parce que c'est impossible. C'est comme des micro-sociétés en soi. Donc, imaginez si esthétiquement, on essayait de plaire à tout le monde. Honnêtement, on aurait des collections assez hétéroclites, merci. Donc, je ne vois pas en quoi ce serait pertinent de faire ça. Puis la palette d'émotions humaines est assez vaste aussi. Parfois, moi, les commentaires que j'ai, honnêtement, il y a des gens indifférents. Il y a des gens, bien honnêtement, ils ne voient pas les œuvres. Je trouve ça toujours un petit peu étonnant, là. Mais sinon, il y en a d'autres qui sont hyper emballés. Il y a des gens qui sont très attachés aux œuvres. J'arrive plus à les récupérer parce qu'ils ont associé X, Y à ces œuvres-là. Mais donc, en général, c'est assez positif. C'est fou, je parle, puis là, je m'en vais là. Puis après ça, je m'en vais là, mais ce que j'essaie de vous dire... T'as pas entendu ma présentation tantôt? En tout cas, c'est très clair dans ma tête ce que je veux dire, mais je trouve certain... pas pour vous peut-être, mais ce que j'essaie de dire, c'est que donc, on n'essaie pas de plaire à tout le monde. Et quand on parle de comité d'acquisition, moi aussi, j'ai des membres de la haute direction, et c'est vraiment pas non plus dans l'idée de plaire à un membre aussi. Donc, il faut constamment leur rappeler de manière gentille et polie, vous pouvez imaginer, que ce n'est pas la collection du PDG X et du PDG Y, parce que les gens changent. Et c'est pas la mienne non plus. Donc, parfois, on me demande ça, mais toi, qu'est-ce que ça dit? Mais c'est pas ça qui est pertinent. C'est qu'est-ce qui est pertinent pour la collection qu'on est en train de bâtir maintenant, en suivant évidemment la politique d'acquisition. Donc, il y a toujours ça qu'il faut rappeler. Mais ceci dit, donc, si on devait suivre les goûts de chacun, ce serait assez difficile. Oui, effectivement. Vous me parlez vraiment beaucoup des réactions que vous avez de façon un peu plus comme inopportune en tant que telle ou des réactions vraiment très spontanées. Mais je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous avez monté en fait comme programme de médiation officiel pour chacune de vos collections pour justement faire le pont entre ces œuvres-là? Est-ce que vous avez, par exemple, des rencontres? Est-ce que vous faites, par exemple, des visites guidées pour les employés? Quel genre d'activité en fait vous organisez? À la Case de dépôt, on fait des visites guidées pour les employés. On a commencé depuis quelques années à faire des midi-arts. Donc, on invite des artistes comme David Atmed à prononcer des conférences et les employés adorent ça. Premièrement, les artistes, ce sont des êtres brillants. Je pense qu'on réalise pas à quel point c'est des intelligences exceptionnelles et les employés n'ont pas accès souvent aux artistes. Donc, on fait des midi-arts, je fais des visites guidées, je mets des cartels, je mets des catalogues. J'avoue que la dimension médiation, les visites guidées sont de plus en plus demandées pour des gens de l'externe et on a tendance à parfois en faire plus pour les gens de l'externe et moins pour les gens de l'interne. Donc, c'est ça le défi, c'est de rééquilibrer pour s'assurer que les employés aient accès à ces visites. Et maintenant, ça fait partie du programme officiel d'introduction, en fait, pour les nouveaux employés, c'est la visite de la collection. Donc, c'est des petits pas, mais qui créent, encore une fois, beaucoup d'enthousiasme et
C'est absolument nécessaire, honnêtement. C'est quand même nécessaire. un peu leur richesse aussi, en fait. Oui, là. c'est nécessaire. Avec Puis laquelle c'est dur, l'art faut contemporain. connecter. Si on ne connaît Clairement. pas ça, c'est pas présenté adéquatement, c'est pas évident c'est difficile à Ça peut être apprivoiser. déroutant. C'est déroutant, c'est difficile à apprivoiser. C'est normal que ça suscite des réactions fortes, c'est sain. Et puis, c'est important de donner au moins des clés pour que les employés, parce qu'on leur impose des œuvres au quotidien. C'est pas comme lorsqu'on va dans un musée, on se prépare à être surpris, choqué, ému. Moi, je leur impose des œuvres au quotidien. C'est une relation non sollicitée à l'art. Et ça, c'est particulier En aussi. fait, Absolument. qu'est-ce qui est intéressant dans ça, parce que vous les avez dit de deux façons différentes, puis moi, je dis souvent ça, c'est que nous, notre rôle, c'est d'amener des œuvres de qualité muséale dans un milieu de travail. Les gens ne demandent pas à voir de l'art, ils ne se déplacent pas pour y aller, alors que la personne qui va au musée, elle veut en voir, elle est ouverte d'esprit. Donc, nous, on fait face à une autre réalité. Mais moi, c'est ça qui me plaît. C'est pas dans la politique d'acquisition. Je pense qu'au fil des ans, on vient teinter un peu cette collection-là, mais on a des idées reçues un peu par rapport aux collections d'entreprises. On les imagine peut-être justement, peut-être plus purement décoratives. C'est peut-être pour ça, justement, qu'il y a une médiation qui est nécessaire, parce que ce n'est pas de la décoration. Mais donc, en entreprise, c'est particulier comme expérience. Je lisais récemment, il y a quelqu'un, un collectionneur privé français, qui met des œuvres dans ses bureaux. Et là, il a décidé de faire une fondation parce que la proximité et la familiarité avec les œuvres, pour lui, dans des bureaux, ça vient désacraliser les œuvres. Mais c'est justement ça l'intérêt de présenter des œuvres en entreprise. C'est une autre expérience. Ce n'est pas muséal. Les musées font bien leur boulot. C'est très bien. Mais nous, on a d'autres contraintes au niveau de l'espace, la lumière naturelle, la déco, des fois l'aménagement qui n'est pas toujours au point. Puis pas seulement ça, c'est au niveau, le contexte d'entreprise en soi, on est dans le rendement, on est dans l'efficacité, dans la performance, dans la vitesse. Donc, je pense que parfois on a en tête, puis c'est le commentaire des fois que j'entends, j'aimerais une œuvre gaie, j'aimerais qu'elle soit colorée. Puis là, j'ai envie de dire, oui, elle est légitime, votre demande, mais j'ai envie de vous amener ailleurs. Donc, avec des œuvres qui peut-être des fois sont pas appréciables juste au premier coup d'œil, qui demandent peut-être de ralentir dans un contexte justement. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'est comme un petit geste de résistance, Bien sûr, une bien collection en sûr. entreprise, parce que on demande aux gens de s'attarder, je dis pas qu'ils réfléchissent pas, de s'arrêter. C'est un petit peu utopique, je pense. Un petit peu peut-être, mais ça vaut le coup, je pense, de mettre ce petit grain dans l'engrenage et puis de faire en sorte que les gens peut-être soit focusent leur attention de manière très, très intense ou au contraire s'évadent, rêvassent. Tu as comme plein de manières d'accueillir ces œuvres-là, mais donc d'aller un peu à contre-courant de ce qu'on peut s'attendre d'une collection d'entreprise qui donne peut-être dans la facilité, justement, dans la décoration. Évidemment qu'on n'est pas, je pense pas qu'on se dise à l'avant-garde de l'art contemporain, là. En tout cas, pas chez Hydro. Mais est-ce que vous avez quand même comme cette récompense-là, parfois, de voir un employé s'attarder devant des œuvres, de constater quand même que ça a fait du chemin, là? Pour en installer moi-même au bureau où je travaille, ça a développé carrément le goût esthétique de plusieurs personnes qui avaient zéro goût esthétique avant, qui maintenant ont des opinions sur ce que j'installe. Puis je trouve ça vraiment formidable, mais pour vous, dans les grandes entreprises, vous n'avez pas nécessairement le contact avec tous les employés et tout ça, mais quand même, je suis curieux de savoir. Mais complètement. En fait, est-ce qu'on m'entend? Non, hein? Je sens bien qu'on... Donc, je vais prendre la parole. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ben oui. Donc, je suis entièrement d'accord avec ça. Tu parlais de... Moi, ça fait quand même depuis 2002 que je suis à la collection de la Banque nationale. Et quand je suis arrivée, même s'il y avait une collection qui était plutôt contemporaine, on me demandait beaucoup des paysages. Et quand tu parlais de résistance, moi, j'étais très résistante. Et ça a été avec la médiation, en amenant vraiment un volet très contemporain et très actuel à cette collection-là. Et maintenant, je le vois, en fait. Oui, on me demande coloré, tout ça, mais mon adjointe et moi, on s'amuse parce qu'on nous demande maintenant du contemporain coloré. C'est un nouveau mouvement. Je trouve ça amusant, mais comme quoi que l'œil évolue, comme quoi les gens vraiment s'y intéressent. Et c'est ça qui est intéressant. Puis tu parlais,
Oui, de constater, en fait, le déclic. En fait, ben, chez il y en certaines a personnes. plein de déclics, en fait. Souvent, quand on fait une installation, les gens ne comprennent pas, on explique tout ça. Puis après ça, des fois, on va recevoir un courriel la semaine après disant « Écoute, les commentaires que tu as dit ou j'ai lu ton cartel ou peu importe, je viens de comprendre, puis j'aime ça. Où je peux aller voir du travail? » On reçoit souvent des demandes. J'ai vu telle œuvre, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux venir nous en parler ou des trucs comme ça? Donc, les gens sont vraiment intéressés. Puis c'est dans ce temps-là on a le sentiment du devoir accompli. C'est qu'on a fait notre travail. Et ça, c'est vraiment agréable parce que c'est ça le défi qu'on a. Bien, effectivement, qui est un défi vraiment assez important. Là. Je le trouve vraiment totalement noble et sûrement difficile jour après jour quand même à faire, malgré tout. Là. C'est super gratifiant. Bien, c'est clair, c'est clair. C'est pour ça que je vous demandais, en fait, si vous aviez au moins ce luxe-là de voir souvent des gens s'arrêter. Puis c'est quand même... Moi, il y a des employés même qui sont allés acheter des œuvres par eux-mêmes. Ah oui? Après, oui, OK. vraiment, ils font des visites d'atelier. Mais le rapport à l'art, ça peut commencer souvent par un rejet. Hein. Puis moi, je trouve pas ça négatif du tout, bien honnêtement. C'est même... souvent, c'est le parallèle un peu que je fais avec les employés, mais moi, les coups de cœur, là, je suis toujours assez méfiante un petit peu. Même avec les gens, je trouve qu'il y a des œuvres qui méritent... Non, mais là, ouais, une petite tranche de vie. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des œuvres qui se dévoilent lentement. Et si elles se révèlent trop vite, ben questionnez-vous. Est-ce que vous allez vouloir les fréquenter, les regarder à nouveau pendant des années? Dans notre monde, là, on est saturé d'images, là, puis ça flippe, là, puis j'ai pas de cellulaire, fait que je fais ça, là, mais... On est submergé d'images. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre va justement persister, puis elle va retenir votre attention, puis vous allez vouloir la fréquenter au quotidien encore et encore. Donc ça, alors moi, ça ne me déplaît pas que les gens soient déroutés, puis c'est au contact, au quotidien, tranquillement, justement, changent d'avis ou disent « Ah, je suis pas sûre », mais... Puis des fois, après 5 ans, c'est encore « Tu sais quoi, Claude, ça me dit vraiment rien ». Mais c'est bien correct. Puis, est-ce que vous avez quand même des restrictions éditoriales? Parce que vous devez quand même pas nécessairement présenter n'importe quoi. Là, on s'entend. Ben, je veux dire, je parle pas de n'importe quoi, mais que vous pré-choisissez quand même des œuvres qui fonctionnent bien dans la collection, même s'ils ne sont pas nécessairement de votre goût. Est-ce que vous devez souvent faire cette... Oui, puis en fait, c'est un des... Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon. Oui, en fait, il y a des contenus politiques qu'on doit éviter, des contenus sexuels, et puis c'est quand même exigeant en art contemporain parce que, surtout, je vous dirais, aujourd'hui, les artistes abordent des sujets politiques, c'est important. Puis c'est un des problèmes parce que, en fait, les musées ont de moins en moins de budget d'acquisition. Les collections d'entreprises ont de plus en plus, pas de plus en plus de budget, mais on a des budgets stables. Et on se retrouve à être garant du patrimoine culturel québécois et on a certaines restrictions. On ne fait pas l'acquisition de performance, donc on aimerait bien, mais il y a quand même des limites, des œuvres périssables aussi. Il y a des matériaux qu'on ne peut pas collectionner. Donc, oui. Malheureusement. C'est la base de toute collection. Tu ne peux pas collectionner ce que tu ne peux pas préserver. Bien évidemment. Nous, de notre côté, en fait, le contenu politique ou religieux n'est pas on en collectionne, en fait. On a des œuvres qui sont assez politiques. On a des œuvres qui parlent d'identité raciale, en fait, ou d'identité religieuse même. La seule chose dont on ne collectionne pas, en fait, c'est des œuvres à contenu érotique ou la nudité, il y en a, mais si la minute que c'est érotique, on se tient loin. C'est la seule chose, en fait, qu'on collectionne pas. On utilise beaucoup notre collection. On parlait de médiation tout à l'heure, mais je prends souvent cet exemple-là, mais c'est un exemple qui est parlant. On a une série d'œuvres de Ken Lum, pour ceux qui connaissent, un artiste assez important de l'Ouest canadien qui fait partie de l'École de Vancouver. Puis, c'est une série, en fait, qui parle de l'identité. Qu'est-ce qui est la maison? Where's your home? Malheureusement, il n'y a pas un terme comme ça en français qui explique aussi bien en anglais « my home ». Et c'est une série de plusieurs photographies et... Dans chacune de ces photographies-là, il y a une personne qui nous regarde de façon frontale et il y a une personne qui dit en anglais, je vais vous le traduire, là, mais « Go back from where you come from, this is not your home ». C'est assez violent, en fait, pour avoir ça dans une entreprise. Ce qui veut dire retourne d'où tu viens. Ici, ce n'est pas ta maison. Tu n'es pas bienvenu ici. Et il y en a une autre qui dit, une petite fille, en fait, de race
elle est afro-américaine, puis elle dit Mom, I don't like it here, it's not my home. Puis il y a toutes des choses comme ça. Donc, premièrement, on a eu un débat quand j'ai présenté cette œuvre-là. C'était une œuvre avec un contenu anglophone et non francophone. Qu'est-ce qu'on fait au Québec avec l'Office de la langue française? C'est une chose dont on s'est questionné sur ça. Puis après ça, mon comité était tout à fait d'accord. Est-ce qu'on ait cette œuvre-là? Parce que cette série de photos-là est importante dans le contexte actuel. Et on l'a achetée pas dernièrement, là. Elle est encore plus pertinente maintenant. Mais ça fait déjà au moins 7-8 ans qu'on a fait l'acquisition de cette œuvre-là. Et la façon dont on l'a présentée, c'est qu'on l'a présentée dans un... En fait, elle est toujours là. Elle est dans ce qu'on appelle notre campus. C'est où tous les nouveaux employés arrivent pour suivre des formations. Et Au Québec, au Québec, oui. Et on l'utilise pour montrer qu'en fait, on a un texte qui explique l'œuvre, mais on a un texte aussi qui explique notre engagement social envers les minorités visibles. Et comment aussi on est accueillant et tout ça. Donc, encore là, c'est une façon d'utiliser la collection de façon différente. Et c'est pour ça qu'on utilise des œuvres à contenu politique ou à contenu religieux mais il faut les expliquer, ces œuvres-là. On ne peut pas juste les accrocher comme ça. Puis il faut penser aussi à quel endroit on les met. Donc, on a fait l'acquisition aussi, je ne vais pas trop prendre de terrain, mais on a fait l'acquisition aussi d'une œuvre de Janice Kerbel, qui est une autre artiste assez importante. Et encore là, c'est de l'écriture en anglais. Cette œuvre-là, toute la série d'œuvres parle, en fait, c'est des mots qui parlent de regurgitating lady, des trucs comme ça. Je veux dire, c'est pas évident. Et on l'avait mis dans une salle de conférence à Toronto. Et les employés et les clients adoraient l'œuvre. Et on avait encore là écrit un texte sur les artistes. Puis en fait, il y a plusieurs choses à dire sur cette œuvre-là, mais j'ai dû les retirer parce que c'était dans la salle où on signait des contrats et les banquiers n'avaient pas l'attention des signataires. Ils n'étaient pas capables de closer le deal, comme on dit. C'est un beau problème. C'est un beau problème. Donc, les gens étaient tellement intéressés à lire les œuvres qu'ils ne lisaient pas les contrats. Donc, j'ai été obligée de retirer les œuvres. Mais c'est ça. Donc, on n'a pas peur de ça, mais il faut vraiment s'assurer que les œuvres sont mises en valeur, elles sont acceptées, puis il faut faire de la médiation autour de ça. Bien sûr. Puis il y a tout un discours derrière, en fait, oui. dans l'intégration. Il faut qu'il y ait un texte qui l'accompagne. Absolument, absolument. Mais d'ailleurs, dans vos collections, j'imagine que vous avez des cartels. On en a parlé un peu tantôt, mais effectivement, ça fait partie intégrante de votre programme de médiation que d'avoir tout le temps exactement l'information. Parfois, on visite des collections d'entreprises où il n'y a pas de cartel. À chaque fois, je fais parce que là, c'est là où ça passe vraiment un petit peu. Mais on met des cartels dans des endroits publics, dans les bureaux fermés à des employés. Là, je veux dire, de notre côté, en tout cas, moi, c'est trop difficile à gérer. Là, mais avec, pas un tout petit cartel qui identifie l'œuvre. Non, parce que en fait, souvent, je me fais voler mes cartels, d'une part. Là, je suis super contente. Je me dis, mes textes doivent être intéressants. Un marché noir de cartels. Mais puis les œuvres sont déplacées vraiment trop fréquemment. Oui. J'aimerais qu'on parle aussi, il y a un truc qui m'intéresse vraiment, l'intégration des nouveaux médias. Tu sais, je me rappelle, en fait, quand on a visité la collection d'Hydro, vous avez acheté de la vidéo. Où est-ce que vous en êtes rendu avec ce type de médias-là? En fait, vous, est-ce qu'il y a des possibilités encore de le faire? Est-ce que vous pensez à ça? Est-ce que c'est plus difficile aussi les intégrer? Mais on parle de vidéo étant un nouveau média ou est-ce qu'on est plus audacieux que la vidéo? Ben oui, si vous êtes aussi plus audacieux que la vidéo, est-ce qu'il y a des œuvres audio? Mais c'est un enjeu, c'est complexe, mais dans le cas de la Caisse de dépôt, l'équipe des TI est assez élaborée, donc c'est assez facile d'accueillir une œuvre vidéo, finalement beaucoup plus qu'une œuvre photographique couleur. Parce qu'en fait, on a un écran et on archive les œuvres sur des serveurs et puis les employés en TI sont très habiles. Finalement, c'est beaucoup plus facile que j'aurais cru. Oui, c'est très intéressant. Oui, archiver des œuvres vidéo et les œuvres vidéo sont assez bien accueillies parce que les employés sont habitués de regarder des écrans et donc c'est des médiums qu'ils connaissent bien. Des images en mouvement, mais étonnamment, en tout cas, nous, c'est un moniteur qui est fixé et puis donc les œuvres, on en a une quinzaine maintenant, les œuvres, elles jouent en boucle. Je fais une rotation à tous les 3 mois, mais il y a des gens qui me disent, Anne-Claude, quand est-ce que tu vas changer l'œuvre? On l'a assez vu, celle-là. Donc, les gens se lassent des images en mouvement, alors que si un tableau, ou peu importe, un dessin, est sur un mur pendant 1 an, ça va. Ou pas, c'est selon. Mais les œuvres vidéo, elles peuvent
Oui, les Donc, gens ça parfois... attirait peut-être un peu plus l'attention aussi parce que c'était en mouvement. C'est un peu moins Peut-être, possiblement, mais... peut-être une image 2D. Peut-être. Mais nous, en tout cas, c'est sûr que comme... parce que c'est dans un couloir, malheureusement, on n'a pas d'espace chez Hydro pour accueillir des œuvres comme l'Auto-Québec a pu avoir dans le passé. Et même, bien, vous avez... Marie-Christine, tu as le parquet, Joanne, tu as un espace, mais nous, c'est pas notre cas. Donc, c'est dans un couloir assez passant. Donc, l'idée, c'était pas d'avoir des œuvres non plus hyper bruyantes. Donc, c'est des œuvres qui peuvent être assez contemplatives. Des fois, elles peuvent durer 1 heure. Mais quand j'allais à Toronto visiter différentes banques, les œuvres vidéo, c'est assez banal là-bas. Il y a des écrans, ça joue. C'était assez simple. Là, je me disais, mais c'est quand même un médium qui est collectionné. Je veux dire, Pompidou, le Met, les plus grands musées, il y avait un rattrapage assez important à faire, puis qui est enseigné, qui est collectionné, donc. Et puis, Hydro est dans l'innovation technologique, puis je voulais que ça se reflète dans la collection. Donc, pour moi, c'était une évidence. Et puis, le comité a bien voulu se prêter au jeu. Ça fonctionne très bien, d'ailleurs, dans l'intégration, là, pour l'avoir vu. Mais ça fait plaisir, franchement. Joanne, t'avais-tu quelque chose à ajouter là-dessus? J'ai parlé d'un truc sans dévoiler nécessairement, puis je ne veux pas vraiment parler de sous exactement, mais est-ce que vous fonctionnez avec des budgets qui sont fixes, des budgets qui sont comme plus variables aussi? À chaque année, c'est différent. Je suis vraiment curieux de vous entendre là-dessus aussi. Moi, je fonctionne avec un budget fixe, en fait, qui est reporté à chaque année. Donc, on appelle ça le budget principal d'acquisition. On ne peut pas vous le dire, c'est combien. Mais par contre, on a beaucoup de projets à travers le Canada. Puis, je vais avoir des budgets ponctuels pour faire des aménagements corporatifs de certains bureaux. Donc, je vais analyser les besoins. Je vais présenter à la haute direction les besoins, puis ils vont dire oui ou non. Je vais retourner à ma table à dessin avec ma calculette et je vais revenir au front pour voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Donc, c'est une façon de fonctionner. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Vraiment pas. C'est ça, là, dans une entreprise, ça va changer. C'est pour ça que les budgets qui sont fixes sont importants et c'est important de continuer à les défendre parce que, on le sait très bien, si l'action, en fait, nous, la banque, si l'action ne va pas bien, ce serait trop facile de dire, ben on va couper en quelque part, puis ça va être là. Donc, de défendre le budget, pour défendre d'avoir aussi un budget fixe, ne pas être trop gourmand, en tout cas dans notre cas à nous, ça nous a servi. Malheureusement, il y a eu une petite pause de quelques années pendant qu'on était en restructuration majeure et on m'a demandé d'être plus calme, chose que j'ai été aussi. Je comprenais, il y avait beaucoup d'employés qui perdaient leur poste, donc on était actifs, mais très discrets. Donc, c'est ça. C'est ça, ça rime où c'est l'histoire d'entreprise. En 2008, on n'était pas en mode acquisition d'énormes formats qu'on accrochait devant les employés qui perdaient leur poste. Ça va de soi. Mais c'est vrai que la stabilité dans les budgets, c'est important. Dans le cas d'Ivanhoé Cambridge, donc la filiale immobilière de la Caisse de dépôt, il y a des budgets fixes pour des projets intégrés à l'architecture, comme là, dernièrement, il y a eu la maison Manuvie. Donc ça, c'est à l'extérieur de la collection de la Caisse de dépôt. Mais si un budget très stable, ça amène une stabilité dans la collection aussi. Et ça paraît une collection qui a eu un budget en dents de scie. On le voit dans la collection. On peut l'identifier très rapidement lorsqu'on analyse une collection. On sent qu'il y a des lacunes, on sent qu'il y a des périodes qui n'ont pas été collectionnées, puis c'est à éviter. Et c'est souvent très difficile à rattraper. Donc, si dans les années, au début des années 90, à ce moment-là, j'étais pas là, c'était Francine Paul qui a fait un très, très bon travail. Malheureusement, il y avait un problème il n'y avait pas un problème de budget, mais il y avait un membre du comité d'acquisition qui il voulait pas avoir de la photo. C'est impossible pour lui, il voulait pas de photo. Donc, puis c'est pas un membre, c'était le président. En fait, il n'y avait pas de comité d'acquisition. Quand je suis arrivée à la banque, c'est moi qui ai mis le comité d'acquisition en place. Et donc, pendant au moins une période de 10 ans, il n'y a pas eu d'acquisition de photos. Mais c'est à ce moment-là qu'il fallait acheter un Jeff Wall. Non, maintenant, on ne peut pas en acquérir un. On n'a pas les budgets. Donc, on se dit qu'on est une collection qui représente l'histoire de l'art du Canada, mais on n'a pas une des figures marquantes. Donc, mais ça va rester un trou, parce qu'à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille nous en donner un, là, mais on n'a pas les budgets pour l'acquérir. Toute collection a des lacunes, hein, même les musées aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours un rattrapage à faire, mais nous aussi, c'est un budget qui est fixe, mais par contre, c'est pas lié à des projets d'aménagement. C'est vraiment assez stable. Par contre,
Joanne, tu disais artistes vivants. Évidemment, nous aussi, je l'ai dit, on soutient le milieu des arts visuels, mais on va parfois aussi, nous, sur le marché secondaire pour justement combler ces lacunes qu'on a au niveau historique. Parce qu'on veut l'asseoir, cette collection-là. Et puis nous, en fait, quand je suis arrivée en poste, la politique voulait qu'on considère des œuvres créées à partir du début des années 60 avec la deuxième vague de nationalisation de l'hydroélectricité. Et j'ai proposé au comité, en fait, de remonter à 1944, qui est la loi qui a créé Hydro-Québec. Et comme ça, on a pu considérer et les plasticiens et les automatistes, mais il reste qu'il faut des budgets quand même plus importants. Et c'est l'équilibre. Évidemment qu'on ne prendra pas toute la somme annuelle pour acheter une œuvre. Donc, c'est de trouver, en fait, les opportunités puis d'équilibrer ça ici et là. Super. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, en fait. Je peux continuer encore un peu? C'est bon? Super. Oui, c'est ça, merci. J'aimerais quand même juste vous poser une question vraiment plus personnelle. En fait, j'aimerais connaître, en fait, votre grande fierté non, mais à part vos Three Shades of Red, bien évidemment, mais votre grande fierté, en fait, de conservatrice, en fait, qu'est-ce que vous avez apporté personnellement ou des œuvres que vous avez comme convaincu d'acheter dont vous êtes très, très fier ou un petit moment personnel, s'il vous plaît? Ben, j'ai pas de moment personnel. Je dirais que cette année, je me suis rendu compte que la collection prenait beaucoup de place dans l'entreprise, puis que sur chaque étage, dans chaque recoin, il y avait une œuvre, et que finalement, elle ponctuait vraiment l'environnement et l'identité de la collection. Mais c'est seulement cette année. Puis bon, c'est le fruit de 14 ans de recherche, et c'est plus un effet général. Oui. Parfait. Puis pour vous? Mesdemoiselles? Je dirais la même chose. En fait, je suis fière de plein d'œuvres. En fait, mais il y a même un de mes patrons qui me dit « ça n'a pas de sens, on dirait que c'est tes enfants ». Et en effet, c'est mes enfants. Donc, je chéris cette collection-là, mais c'est pas nécessairement l'acquisition d'une œuvre en particulier, c'est vraiment plus la même chose. En fait, c'est la réception de la collection. Cette année, on a mis sur pied un programme Instagram, donc où on fait la promotion des œuvres de la collection. Donc, il y a une ouverture, en fait, qu'il n'y avait pas avant. Puis c'est vraiment avec le travail, justement, qui a été fait de tordage de bras pour qu'on arrive à faire la promotion davantage de la collection puis tout ça. Donc, moi c'est une fierté. Puis hier, en fait, c'est un peu... Je pense que c'est des petits succès qui fait qu'on est fiers. Mais hier, c'est la première fois qu'on faisait une activité avec des clients de la banque dans le cadre de la foire papier, comme on l'a fait hier avec une visite guidée. Donc, j'avais de l'attention. C'est pas que je cherchais l'attention, mais j'avais l'attention des clients, puis tout ça. Puis, en fait, des employés, il y avait quand même pas mal d'employés aussi qui étaient là. Donc, c'est des joies comme ça, en fait, qui fait ma fierté. Je sais pas si c'est une fierté. C'est plus personnel, peut-être, mon truc, mais moi, je me considère vraiment chanceuse de faire ce travail-là. Et puis... j'ai le bonheur de pouvoir partager toutes les rencontres que je peux faire avec les artistes, différentes connaissances, de partager cet enthousiasme-là, au fond, pour l'art contemporain, l'art plus ancien, mais avec les employés au quotidien. Donc, à chaque fois, même après 14 ans, je me pince, puis des fois, je le dis à mon copain, même si je gagne le loto, je vais rester chez Hydro, je continue. Non, mais c'est vraiment un bonheur, un plaisir. Et puis quand les gens sont réceptifs, et puis quand j'entends des échos positifs, Anne-Claude, merci, ça apporte X, Y, Z, c'est vraiment... Donc, c'est pas une fierté. Tu sais, j'ai pas tant d'ambition pour moi, j'en ai pour la collection. Tu sais, j'aimerais ça que dans 20-30 ans, on dise « ben c'était pas si mal, tu sais. » Vous faites vraiment un travail de passion, là, c'est clair, de toute façon. Et ça paraît vraiment... C'est vraiment un beau métier. C'est vraiment, on ne pourrait pas se plaindre. Absolument. J'aimerais, en fait, terminer en ouvrant un peu la discussion vers des jeunes, peut-être, collections d'entreprises qui voudraient se former, en fait. Peut-être entendre des conseils ou parce que vous êtes vraiment comme super expérimenté, c'est des collections qui ont beaucoup de vécu, qui ont une histoire très longue, mais c'est possible quand même pour des jeunes entreprises de commencer des collections simplement. Est-ce que vous avez un conseil majeur ou plusieurs conseils majeurs à donner, du moins à ces entreprises-là qui veulent se commencer une collection? Engager quelqu'un. Oui. Non, mais c'est informez-vous. Non, mais mais ne sous-estimez pas la part d'une personne de l'extérieur
extérieur, ça peut être un consultant, mais cette personne-là a des contacts, un réseau. Si vous rentrez dans une galerie, vous commencez à faire des acquisitions sans connaître les règles aussi du marché de l'art. On ne peut parler du marché de l'art, mais c'est un marché avec des règles tacites. Ça vaut la peine d'avoir quelqu'un qui connaît bien ce réseau-là. On ne peut pas vraiment s'improviser, quoiqu'il y a des bonnes galeries, mais c'est important d'avoir quelqu'un qui est bien aiguillé. Entouré. Oui, je pense que oui. Moi, je dirais aussi d'avoir une ligne directrice dans la collection. C'est très important, ça va faire que la collection elle va être bonne. Justement, la personne que vous allez engager va peut-être vous aider à établir cette ligne directrice-là. D'avoir un budget fixe, vraiment, c'est important. Peu importe la grosseur du budget, les gens, ils pensent qu'ils doivent avoir 100 000 pour commencer. Moi, je travaille, en fait, je suis conservatrice de collection de la Banque nationale, mais je suis à mon compte, en fait. Je suis consultante pour la collection de la Banque nationale. Je fais du conseil auprès de plusieurs autres entreprises. Des fois, c'est des petits cabinets d'avocats. Je fais du conseil aussi au niveau personnel, avec des collectionneurs privés. Et c'est souvent ça que je dis. Il faut avoir un budget, puis il faut le respecter d'une certaine façon. Il faut peut-être se tenir un peu loin des coups de cœur, comme Anne-Claude disait. Et peu importe le budget, moi, je nommerai pas le nom, mais j'ai une entreprise qui avait 20 000 $. C'est pas beaucoup, 20 000. Donc, je leur ai proposé d'acheter une seule œuvre par année et le restant, on faisait de la location auprès de la CPOA. Donc, au musée la collection de prêts d'œuvres d'art du Musée national des beaux-arts du Québec. Donc, à chaque année, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on retire une œuvre de la location et on en acquiert une autre. C'est une collection qui se bâtit très tranquillement, mais c'est une façon, avec un petit budget tout de même, de constituer une collection. Donc, vous n'avez pas besoin de moyens extraordinaires, mais c'est une passion, hein? En fait, les gens adorent ça, les employés adorent ça. Puis c'est une façon aussi de se réunir autour des œuvres, surtout quand c'est un peu plus petit cabinet, de faire des activités avec des employés, mais aussi avec les clients. Donc, même pour les expositions, on fait chez nous, on fait des petits vernissages, en fait, puis on invite tous les employés à vraiment venir faire le tour, en fait, des œuvres qu'on leur explique aussi. Tu peux aussi... C'est juste que je pense que c'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les particuliers, c'est d'aller chercher de l'information, quoi. C'est un peu la base, mais des fois, on me demande, Claude, comment, pourquoi cet artiste plutôt qu'un autre, mais regardez le CV, par exemple, c'est comme un peu le premier geste à faire. Est-ce que ça se trouve dans des collections? C'est quoi les expositions auxquelles ils participent? Est-ce qu'il y a des commissaires, des critiques qui s'intéressent à ce travail? Est-ce qu'il y a eu des publications? Donc ça, c'est un petit peu la base, mais moi, j'essaie d'éviter la quantité. Hein. C'est la qualité, en fait, qu'on va privilégier. Donc, ce sera 5 bonnes œuvres ou une seule par année. Mais plutôt que d'aller faire un échantillonnage puis de saupoudrer le budget à droite et à gauche, je pense qu'il vaut mieux peut-être des fois cibler. Mais ceci dit, c'est assez organique, ça évolue, les goûts changent, la vision se peaufine aussi avec les années. Puis c'est normal, puis c'est un petit peu la beauté aussi. Il faut être patient hein, pour bâtir une collection, ça se fait pas comme ça, puis c'est heureux aussi. Puis si je résume un peu quand même, il y a des questions de méthodologie malgré tout. C'est de s'informer, c'est d'aller chercher une ressource, c'est vraiment d'aller prendre les moyens, en tout cas du moins de bien commencer un peu son geste de collectionnement. Allez chercher Joanne. Il y aura des cartes en fait sur la table derrière. Est-ce qu'on a le droit de prendre des questions? Oui, il y a un micro derrière. Est-ce que quelqu'un aurait une question pour l'une ou toutes ces fantastiques jeunes dames? Oui, c'est pour les trois peut-être. Est-ce que vous trouvez qu'au cours des dernières années, il y a de plus en plus une conscience au niveau du secteur privé de développer un mécénat d'art visuel, donc d'aller chercher justement des œuvres de collectionner. Est-ce que vous trouvez qu'il y en a de plus en plus et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui pourrait être fait par des organismes comme les vôtres pour pousser encore davantage le développement du mécénat à ce niveau-là? Bien, en fait, l'art visuel, je ne sais pas, mais l'entreprise telle qu'on la connaît, qu'on la connaissait, ne peut plus exister sans ancrage dans la communauté. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en France, il y a un nouveau rapport qui a été publié, ça s'appelle « L'entreprise objet social » et c'est
obligatoire maintenant pour les entreprises de voir à long terme, de plus juste penser au profit, de faire attention, on pense au programme de développement durable, à la nature, à l'écologie. Et donc, je pense que l'art s'inscrit très, très bien dans cette nouvelle façon de voir l'entreprise, ancrée dans sa communauté, réellement ancrée dans la communauté. La collection est absolument un outil, c'est peut-être pas le seul outil, mais je pense pas qu'une entreprise peut exister à compter, là, disons, depuis 2017, telle qu'on la connaissait, fermée sur elle-même dans le but de seulement faire des profits, c'est plus possible. Et là, ils veulent changer même les lois en France pour que l'entreprise, ça soit obligatoire, qu'elle soit ancrée dans sa communauté. Il faut suivre ce débat-là parce que c'est fascinant. Et, ça me semble très important non, comme c'est débat-là. très important. Effectivement. Ici, au Québec, de plus en plus, en fait, il y a 5-10 ans, on voyait une personne en charge des dons et des commandites. Et on parlait de dons, on ne parlait pas de mécénat. Maintenant, moi, je le vois à la Banque nationale aussi, il y a quelqu'un maintenant qui est en charge, oui, toujours des commandites. On ne parle plus de dons. Il y a une personne qui est vraiment attitrée. Il y a le titre, dans son titre, il y a mécénat. Donc, c'est vraiment en train de changer. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Comme on est toujours 10 ans en retard sur l'Europe, ben, ça va être intéressant de voir les 10 prochaines années. Une autre question, oui, derrière. Oui, bonjour, merci pour la conférence d'aujourd'hui, c'était très intéressant. Je me demandais simplement si on pouvait voir vos collections. Quand c'est que vous allez nous inviter? Ou est-ce qu'elles sont visibles d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'un jour vous envisagez, je sais qu'il y a des enjeux de droit d'auteur, mais peut-être de les mettre à disposition sur le web, par exemple? Ou est-ce qu'il y a une période de l'année qui est ouverte au grand public? Comment vous fonctionnez? Bien, de notre côté, un peu comme Joanne, pas aussi bien, je dois le dire, mais on est aussi maintenant sur Instagram, sur Facebook, ponctuellement. En fait, à chaque mois, il y a une œuvre qui est mise de l'avant. Il y a beaucoup de choses, c'est vrai, qui sont faites à l'interne. On nous, peut-être pas vous, on nous reproche parfois d'être obscurs. On trouve que justement, c'est pas assez publicisé. Mais oui, je reçois des groupes ici et là. C'est sur invitation, c'est-à-dire c'est sur rendez-vous. Évidemment, c'est pas toujours accessible, mais pour prendre vous par exemple, si vous organisez un petit groupe, ça va me faire plaisir de vous accueillir. Donc il n'y a pas une date précise, c'est pas ouvert le week-end évidemment. Il y a quand même quelques contraintes, mais oui, on reçoit des groupes à l'externe. Ça fait partie de l'activité, quoi. Voilà, du mandat. Nous aussi, on reçoit des groupes, c'est la même chose, mais on essaie de le faire à l'extérieur des heures d'affaires pour des enjeux de confidentialité, puis aussi des enjeux c'est des espaces de travail, hein? Donc, on peut vous faire visiter des lieux communs, mais vous êtes pratiquement capable d'y aller seul dans les lieux communs. Donc, c'est vraiment plus c'est sur rendez-vous aussi. Malheureusement, les collections d'entreprise, c'est ça le problème. C'est pas comme au musée. Vous avez quand même quelques œuvres, en fait, qui sont... Oui, parce qu'en fait, si vous allez à la tour principale, qui est au 600 de la Gauchetière, au niveau du basilière, donc au niveau où il y a les restaurants, on a une petite aire d'exposition où on change les expositions à peu près aux 3 mois. Puis oui, dans les halles principales, on affiche plusieurs œuvres. Mais c'est pas comme vous faire une visite guidée, clairement. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aimerais savoir, en fait, quand vous achetez des œuvres, est-ce que vous les achetez dans les galeries ou plutôt avec l'artiste? Puis si oui, c'est quoi le ratio? C'est une bonne question parce que, en fait, on pourrait faire comme on veut, là, si on n'était pas responsable, mais c'est important de respecter le marché de l'art. Donc, si l'artiste est représenté par une galerie, puis je crois que je parle pour toutes, oui, on passe par la galerie. On court-circuite pas. Si l'artiste n'est pas représenté par une galerie, on va directement voir l'artiste. Mais c'est des canaux à respecter. Ça, ce sont des règles tacites importantes. Et évidemment, on est des grosses entreprises et c'est important de les respecter. Parce que dans l'écosystème du milieu de l'art, il y a les artistes, mais il y a aussi les galeries qui font un travail de promotion. Et c'est aussi important pour nous de respecter ça. Donc, puis ils font un travail très important. Très important. Oui, absolument. Qu'il faut respecter à tout prix. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y en a une ici devant. Justy.
Bonjour. Est-ce que vos œuvres restent toutes chacune dans les 3 institutions ou elles ressortent aussi? De notre côté, elles ressortent. En fait, dès qu'un musée ou une institution veut nous emprunter une œuvre pour une exposition, on la prête. Ça c'est pas un problème. Donc, on prête beaucoup les œuvres. Oui, nous aussi. Sauf qu'encore faut-il qu'ils sachent qu'est-ce qu'on a. C'est ça toujours l'enjeu. Donc, il y a des publications qu'on peut faire, justement, puis c'est vrai qu'il y aurait une visibilité à accroître parce que, je ne sais pas, moi, un musée organise une rétrospective quelconque d'un artiste, mais c'est pas qu'on a une œuvre historique ou autre, bien, il ne pensera pas à nous l'emprunter. Donc, oui, évidemment, il y a encore pas mal à faire, ce qui nous donne du boulot encore pour quelques années. Mais à ce moment-là, si l'œuvre ressort ou les œuvres, ça ne ferait pas un peu la promotion de chacune de vos institutions aussi? Et ça serait positif, mais négatif aussi, peut-être? Oui, c'est important pour l'artiste, souvent. Les artistes vont nous dire, est-ce qu'on peut emprunter l'œuvre une fois qu'elle est acquise? Est-ce que vous... Et donc, c'est important, oui, ça fait la promotion de la collection, mais c'est aussi important pour l'artiste, souvent, que l'œuvre circule. Mais bon, il faut que ça soit dans des conditions muséales. On ne va pas prêter une œuvre pour une exposition dans un second cup... Ouais. J'ai rien contre Second Cup. Non, mais juste dans les un café. On prend ça en note. Mais c'est vrai que comme entreprise, c'est un bon point. C'est une manière de rayonner aussi à l'externe. Hein? Donc, justement, on parlait de mécénat. Bien, c'est une manière de s'afficher et tout ça, de dire notre soutien. Puis d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quand même quelques étiquettes qui sont collées ici et là dans la foire. Et ça, bien, la direction de la GAC juge que c'est important parce que il y a tout cet effet-là d'émulation. Hein? Donc, on voit le logo de la banque, la caisse, ben bon, acquiert pas, mais ben, vous faites autrement. Mais alors, c'est sûr que ça peut inciter, mais là, attendez, là, la banque s'y est intéressée, Hydro aussi, ben, peut-être que je devrais m'y pencher. Tu sais. Alors, ça, c'est une autre manière, des fois, d'attirer justement le regard puis l'intérêt. Vous êtes des instances quand même assez importantes aussi en termes de foi envers les artistes, en fait. Puis vous faites justement vos devoirs aussi, malgré tout, pour savoir. Mais je crois que c'est le titre de la conférence, le défi. Oui. Mais je pense que c'est le défi. C'est la promotion de notre collection à l'extérieur des murs de l'entreprise parce que dans notre cas, c'est pas privé, c'est public, c'est une collection publique. Et puis, on se doit de la partager et de la diffuser. Donc, ça fait partie des défis. Absolument. Une question derrière? Bonjour, merci beaucoup pour la conférence, très intéressant. Maintenant, il y a beaucoup d'engouement présentement par rapport à l'art autochtone, l'art inuit contemporain également. Je voulais vous entendre un peu par rapport si vous prévoyez faire l'achat d'art autochtone contemporain ou inuit contemporain, ou si certaines œuvres font déjà partie des collections en tant que telles. Ben, dans notre cas, si vous faites le tour de la foire, vous allez voir qu'on a fait l'acquisition de 3 œuvres de Scawanati. On a plusieurs œuvres d'artistes contemporains autochtones. C'est surtout, en fait, quand je vous parlais qu'on est beaucoup dans l'Ouest canadien, on a notre collection, elle est quand même assez riche. L'année dernière, on a fait l'acquisition d'une très grande série de Raymond Boisjoli. Donc, pour nous, ça va de soi, là. Oui, évidemment. C'est tout un domaine aussi. Il faut vraiment se pencher. C'est pas un langage visuel qu'on connaît nécessairement. Et puis, bon, les Premières Nations au Québec, il n'y en a pas énormément. On parle souvent de Cape Dorset et tout ça. Donc, il y a un défi quand on collectionne l'art contemporain québécois. Il n'y a pas tant d'artistes des Premières Nations, mais oui, ça fait partie du mandat, absolument. Je pense qu'il y a vraiment, en tout cas pour ma part, il y a une méconnaissance, en fait. Là, je le dis en toute honnêteté. Donc, et puis, il faut considérer le Nunavut, qu'on ne peut pas aller au Nunavut. Donc, en tout cas, par rapport à nous, on est dans le territoire québécois. Il y a quand même plusieurs Premières Nations, mais il reste que les artistes, vous savez, ils se promènent, quoi. Donc, ils ne sont pas fixés au Québec, puis c'est très bien. Mais donc, il reste que nous, il faut qu'il y ait un lien avec la province. Donc là, ça vient compliquer un petit peu la donne. Donc... oui, nous aussi, on a des sculptures inuites qui ont été achetées il y a quand même plusieurs années. Mais on a ce souci-là, cette sensibilité-là, mais il faut bien faire les choses. Puis, encore une fois, on parlait d'information. C'est le même truc. Je n'irai pas dans une galerie, Dieu sait où, puis là, à l'aveuglette, commencer à improviser un truc. Là. Donc, je vais m'asseoir, puis je vais regarder ça
Et puis, je vais aller me chercher les infos auprès de collègues qui, eux, ont cette expertise-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait, ça serait simplement pour savoir, c'est quoi la proportion des artistes femmes et de la diversité dans vos collections? Que d'excellentes questions, hein? Mais moi, je ne tiens pas de statistiques aussi précises, je dois le dire. Moi, j'en tiens, mais là, je ne les maîtrise pas, je dois avouer. J'ai des statistiques qui disent combien d'hommes, combien de femmes, clairement. Ça, je peux vous dire qu'on l'a. Il y a malheureusement plus d'hommes que de femmes. C'est pas à parité, clairement. Surtout que la collection a été constituée à partir de 1971, donc on parlait pas de parité à ce moment-là. Puis des femmes artistes, malheureusement, il y en avait pas beaucoup, en fait. Donc, il y a aussi ça, mais je dirais que maintenant, pas que je porte pas attention, au contraire, je porte attention. Mais c'est la qualité esthétique qui va primer d'abord et non le genre. Mais c'est une bonne question, en fait, aussi, parce que aussi on regarde les écuries de galeries, elles sont souvent masculines. Ça change, mais je pense qu'il faut rester très à l'affût, absolument, là, parce qu'il y a une disparité importante. Bien, quand moi, je fais le bilan, j'avoue, je me tape sur les doigts. Là. C'est-à-dire que j'ai pas un truc hyper précis. Mais des fois, je dis, bien là, Anne-Claude, quand même, tu t'exagères. Là. Donc, il faut... j'essaie de faire cet effort-là, où, évidemment, oui, pas soutenir une femme artiste parce que c'est une femme artiste et tout ça. Il y a la qualité du travail qui est en jeu, mais je pense qu'il faut l'avoir, ce souci-là, cette sensibilité-là. Puis de fait, chez Hydro aussi, il y a sans doute plus d'artistes masculins. Et puis, bien honnêtement, ben, je pense que c'est à l'échelle presque planétaire. Malheureusement, c'est ce que les collections muséales reflètent aussi, puis je ne vous ferai pas un cours là-dessus. Mais c'est ça. Encore une fois, on a un autre truc qui s'ajoute à notre... Ben, c'est peut-être un avantage quand même des jeunes collections d'entreprises aussi. En fait, ils n'auront pas, justement, avec l'histoire, en fait, à jouer avec ce type de disparité-là de base. Exactement. Tout à fait. On peut déjà commencer à penser en collectionner de cette façon-là, avec la parité comme base. Mais c'est intéressant parce que souvent, là, je m'excuse, je passe à autre chose. En même temps, les employés, ils me disent souvent ça, Anne-Claude, moi, on n'a pas les connaissances que tu as, on n'arrive pas à avoir accès. Si tu ne nous expliques pas ça, souvent j'entends ça au comité. Anne-Claude, si on acquiert ça, tu vas rester à côté de l'œuvre tout le temps. Puis tu vas en parler tout le temps. Mais puis finalement, on décide d'aller de l'avant. Mais ultimement, c'est de l'ouverture, c'est de la curiosité, c'est de la disponibilité. C'est ça qu'il faut par rapport à toute œuvre. Donc c'est vrai, je pense, dans le collectionnement, c'est vrai comme regardeur, comme collectionneur, comme citoyen. C'est ça, c'est vrai dans l'absolu. Tu sais. C'est des qualités, je pense, nécessaires en entreprise, mais ultimement pour notre société au complet. Hein. Je ne ferai pas un plaidoyer ce soir. Non, mais il est un peu fait quand même, puis on l'a très bien compris. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si on a le temps, vous pouvez, ne vous gênez pas. Il y en a une derrière. Bonjour, merci encore pour la conférence. J'aimerais savoir, vous avez parlé des types d'art qui sont collectionnables. L'art collaboratif sur Internet, est-ce que c'est un type qui est collectionnable dans votre contexte? C'est la majorité de notre collection. Non. Oui, c'est très pointu comme question. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par l'art sur Internet collaboratif? Bien, un exemple, ça a été un projet lancé par Reddit où il y avait un canevas qui était proposé à tout le monde, sans aucune règle, en fait, puis à l'exception que chacun pouvait choisir un seul pixel à la fois par intervalle de 5 à 10 minutes. Puis, au final, il y a eu une création qui est ressortie de ça, d'elle-même, de la communauté. Est-ce que ce type d'art-là est collectionnable? Puis, mais c'est purement immatériel, dans le sens que c'est pas... Il n'y a rien qui est imprimé à partir de ça, là. Oui, non. Bien, l'immatériel, pour une entreprise, c'est un défi. Okay. Bien, ça serait pas simple. L'acquisition d'une œuvre qui n'est pas terminée aussi? Non, mais celle-ci était... le concept est défini. 72 heures. Après 72 heures, l'œuvre est terminée.
Je me demandais si ça pouvait rentrer peut-être dans le domaine du vidéo ou bien pour voir c'est un défi. Oui. Nous, à la Caisse aussi, on a une volonté, on veut que la collection prenne la valeur. Donc, est-ce qu'il y a un marché pour ce type d'œuvre? Et c'est toutes ces considérations. Mais, il faudrait que le marché suive aussi, j'imagine. Oui. Dans le cas de la Caisse, c'est sûr. Oui, puis savoir présenter ce type d'œuvre-là aussi, je ne sais pas, je m'excuse, hein, ça reste sur un moniteur d'ordinateur. Comment on entre en contact avec, je veux dire, une fois que c'est fait comme œuvre, comment ça vit? Bien, je pense que le processus en tant que tel est très important dans cette œuvre-là en particulier. Fait qu'on peut voir l'évolution, justement, qui se passe à travers les 72 heures. Mais le résultat aussi est très intéressant aussi, de voir qu'est-ce qui a été créé là-dessus. Mais de ce que je comprends... Intriguant. Il y a peut-être... Mais c'est vrai qu'il y a quand même une vague un peu, si je pense à Galerie, je ne sais pas si vous connaissez ce petit, c'est comme deux filles en fait qui ont parti ça, donc c'est comme une galerie web seulement en fait, donc c'est juste digital. Par contre, il y a plein d'œuvres qui ne sont que constatables avec un ordinateur. Il y a par exemple des œuvres en fait qui avaient été mises à l'encan qui modifiaient ton browser. Il y a plein de trucs comme ça, donc c'est vraiment de l'immatérialité, en fait, qui est quand même pas nécessairement collectionnable, mais ça venait quand même sur une clé USB. Mais c'est quand même des œuvres qui sont effectivement pas palpables, bien évidemment. On parle vraiment d'immatérialité malgré tout, mais voilà. Fait qu'effectivement, c'est vraiment plus difficilement collectionnable pour vous, bien évidemment, même si c'est compréhensible. Merci. Bien, merci beaucoup. Puis, à moins qu'il y ait d'autres questions. Je tiens vraiment à vous remercier, mesdames, pour votre présence et vos mots formidables. Honnêtement, vous avez été fantastiques. Mes trois grâces, Raphaël. Grâce à toi. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Merci. Bonne foire.